Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 juin 2024. Avant toute chose, merci à tous ceux qui étaient là hier au Trading Day, que ce soit en streaming ou que ce soit en présentiel. Merci d'avoir été là, c'était super sympa de vous rencontrer, de voir vous parler en vrai. En bref, quoi, merci, je sais pas comment dire plusieurs fois merci, mais c'était super d'être venu. Donc, à l'année prochaine, comme prévu, je sais pas encore exactement où, mais on va essayer de faire un truc encore plus énorme l'année prochaine. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler finances de nouveau parce qu'il faut retourner au boulot et grosso modo, eh bien, il s'est passé plein de trucs hier, bien sûr. Alors évidemment, on a eu le CPI, évidemment, on a eu la conférence de presse d'Emmanuel Macron, mais ça, tout le monde s'en fout. Et puis, on a eu aussi la conférence de presse de Monsieur Powell qui était certainement beaucoup plus suivie que celle de Monsieur Macron. Donc, on va faire le tour de tout ça parce qu'il y a vraiment eu de quoi gamberger, discuter, écrire plein de rapports, faire des trucs hyper fun sur la finance et faire des prévisions, anticiper des choses, se tromper et trouver la bonne réponse dans les heures qui ont suivi. Donc tout était concentré sur les chiffres de l'inflation et sur le discours de la Fed. Alors on va découper ça en deux blocs. Tout d'abord, il y a eu le CPI, c'était génial, c'était fantastique, il baisse, on entendait 3,4%, il s'est sorti à 3,3%. Ceci est une révolution, l'inflation a commencé à s'infléchir vers le bas de nouveau, c'est l'euphorie totale, c'est génial. Les marchés peuvent donc clôturer au plus haut de tous les temps. C'est un petit peu ce qui s'est passé, on aurait pu en rester là. Sauf qu'on n'en est pas resté là. On n'en est pas resté là parce que finalement, après, on peut aussi décortiquer les chiffres de l'inflation. Alors bien sûr, c'est toujours les chiffres sur les 12 derniers mois. On se fout pas mal des 3 dernières années où ça n'a fait que de monter. Aujourd'hui, l'augmentation réelle des prix est plutôt autour de 20, 21, 22, 23%. Quand vous voyez la liste qui s'affiche, vous voyez que tout ne baisse pas. Il y a des choses qui baissent, il faut quand même le dire, mais tout ne baisse pas et donc ça continue à rester un tout petit peu problématique. C'est vrai qu'on a eu un gros avantage le mois dernier, c'est que le pétrole a baissé un petit peu. Bon, mauvaise nouvelle, il est remonté un petit peu, les nouveaux à 78 et les brouettes. Donc du coup, peut-être que ceci annule cela. Mais c'est pas grave, le chiffre était en dessous des attentes, donc tout le monde était super emballé. Si vous lisiez les commentaires qui ont été publiés à 14h31, une minute après la publication du CPI, eh bien vous vous rendrez compte que vous avez déjà des analystes qui vous disent « Oui, alors il va baisser les taux, si ça se trouve, déjà en juillet, puis après encore une fois en septembre, en novembre et en décembre. » On parlait de 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année, tout a changé. Limite, les gars, ils allaient nous dire « Ouais, mais peut-être qu'il a oublié de baisser les taux en mars, puis qu'il va quand même les baisser rétroactivement. » Enfin bref, c'était génial. On est tous repartis sur nos calculs, nos attentes phénoménales, comme quoi c'est bon, l'inflation était maîtrisée et que tous les problèmes économiques était définitivement réglé. Donc on a eu une espèce de période où on s'est dit mais ça va être génial. La période elle a duré de 14h30 à 19h30 plus ou moins. Et puis à 19h30, on a eu la Fed. Alors la Fed est sortie, ils n'ont pas bougé les taux. Ça c'est pas une monstre surprise, on est courant, on le savait depuis longtemps. Et grosso modo, la Fed elle a dit quoi? Eh bien, elle a dit que plein de choses. Elle a dit plusieurs choses, on va décortiquer un petit peu ce qu'elle a dit, mais il y a surtout une chose qu'il faut retenir sur la Fed, c'est que d'abord, elle a changé son dot plot. Le dot plot, c'est ce machin que vous voyez s'afficher sur vos écrans. Le dot plot, c'est donc les prévisions futures de la Fed. Alors la Fed, jusqu'à il y a 2 mois en arrière, elle avait un dot plot avec potentiellement 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année 2024. Aujourd'hui, c'est passé de 3 à 1. Super bonne nouvelle qui commence avec le meeting de la Fed. Le dot plot a donc supprimé 2 baisses de taux en 2024. Donc ça nous laisse le choix. Juillet, septembre, novembre, décembre, plus ou moins. Je crois qu'il n'y a pas de meeting en octobre où il a cheval sur novembre. Bref, il reste 4 meetings à partir de maintenant et on va baisser les taux une fois. C'est en tout cas ce que la Fed prévoit. Par contre, bonne nouvelle, vous pouvez ressortir le champagne et faire péter les cotillons. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que dans le dot plot, l'année prochaine, ils avaient prévu de baisser les taux 3 fois. Bah non, ça sera 4. Bon, en même temps, quand on voit leur capacité à anticiper les baisses des taux depuis 8 mois, on n'est pas sûr qu'anticiper les taux à 12 mois, ce soit la meilleure chose qu'ils puissent faire. Donc voilà, donc maintenant si on décortique ce que la Fed a dit, l'inflation a considérablement diminué, mais elle reste quand même trop élevée. Ça c'est la première chose qu'il faut retenir, l'inflation a diminué, ça on l'a tous vu, mais c'est encore trop haut. Donc ça reste le problème éternel, il faut d'abord que l'inflation baisse, ou alors qu'elle montre une baisse régulière et pas seulement sur un seul mois. En 2, ils ont maintenu leur taux de target d'inflation à 2%. Donc voilà, ça c'est pas une surprise non plus parce qu'ils le disent depuis 3 ans, donc ça serait un peu gonflé de venir dire maintenant bon puisque l'inflation elle baisse pas, ce qu'on va faire c'est qu'on va monter notre taux de target à 3%.
comme ça on y est, c'est fait, c'est bon, on peut baisser les taux. Bon, donc ils n'ont pas fait ça, ils ont maintenu leur taux target à 2%. Ils ont dit que pour l'instant, selon eux, le taux de chômage reste faible, donc ça c'est pas positif parce qu'ils veulent voir le taux de chômage qui augmente pour pouvoir éventuellement peut-être baisser les taux. Ils ont dit que les perspectives économiques étaient incertaines et que la Fed restait attentive aux risques. Alors ça c'est une belle réponse de politicien, hein. Donc en gros ça nous dit que on sait pas, ça pourrait être compliqué, dans le cas où c'est compliqué, on surveille, mais si c'est pas compliqué, on est avec vous les gars. La Fed a besoin d'une plus grande confiance sur le fait que l'inflation va baisser. Alors ça répète un peu ce qu'ils ont dit au début. Ce qu'ils veulent voir, c'est que l'inflation ne baisse pas sur un mois, mais qu'elle prenne une tendance réelle. Si on a baissé de 1%, 0,1% ce mois, si le mois prochain on est à 3,2% et le mois d'après on est à 3,1%, là on commencera à dire qu'on peut avoir confiance sur le fait que la quatrième fois, ce sera à 3% ou pas. Mais ils ont besoin d'avoir une certaine confiance. Et puis alors, aux surprises, la Fed a relevé ses prévisions d'inflation pour le reste de l'année. Alors, ils ont relevé les targets d'inflation un peu plus haut. C'est-à-dire que avant, on avait un target, je sais pas, à 2,4% pour la fin de l'année. Là, ils l'ont remonté gentiment en direction de 2,6. Comme ça, ce sera plus facile d'atteindre les targets. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la Fed n'en a aucune idée, que là, tout de suite, elle va pas baisser les taux demain immédiatement, probablement pas au mois de juillet, mais la confiance sur la probabilité de voir une baisse des taux, la baisse des taux de 2024 au mois de septembre est relativement élevée dans les prédictions, dans les prévisions des analystes aujourd'hui. Bon, on a vu ce que ça a donné jusqu'à maintenant les prévisions, mais pour l'instant, eh bien, on s'attend effectivement qu'au mois de septembre, il y ait une et la seule baisse de 2024 pour la Fed. Par contre, il y a un mot, une phrase qui a été dite de la part de M. Powell à la fin de cette conférence, c'est la phrase suivante. Il a dit qu'il serait prêt à baisser les taux très rapidement dès que l'inflation aura capitulé. Donc en gros, ça veut dire que si l'inflation montre effectivement une tendance baissière ces 3-4 prochains mois, on peut s'attendre à qu'il rentre dans une phase de baisse des taux relativement agressive, parce qu'on a tous bien compris qu'aujourd'hui, il était là pour sauver les marchés, et c'est ce qui a été traduit, en tous les cas, les marchés ont interprété cette phrase comme étant une garantie, comme quoi le put de la Fed était toujours là, et que s'il y avait vraiment un problème, eh bien la Fed serait vraiment là pour nous soutenir. Donc ça a rassuré les marchés. Alors l'un dans l'autre, si on regarde les commentaires de la Fed dans leur globalité, c'est plutôt au quiche. On voit qu'ils ne sont pas pressés de baisser les taux et que l'un dans l'autre, l'inflation n'est pas encore vraiment vaincue. Donc il va peut-être falloir encore garder les taux élevés pour quelques temps. Certains ont envie de dire pour longtemps, on va dire pour quelques temps. Donc ça, c'est pas non plus super bullish. C'est même plutôt au quiche dans leur configuration, donc on aurait pu s'attendre à une petite déception après l'euphorie du CPI. Mais visiblement, l'euphorie du CPI a pris le dessus, et puis tous les marchés ont terminé, enfin le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé à de nouveaux plus hauts historiques. Le S&P 500 a clôturé au-dessus des 5400, et puis les trois Magnificent Seven, Apple, Microsoft et Nvidia, eux aussi ont terminé quasiment au plus haut de tous les temps, à des market cap absolument délirantes. Microsoft est toujours en tête, mais plus de beaucoup. Apple les talonne, donc Microsoft a 3280 milliards de market cap, Apple a 3270 milliards de market cap, et Nvidia, le loser de la série, a 3080 milliards de market cap seulement. Alors, grosso modo, quand vous avez ces trois-là qui terminent relativement bien, eh bien, les marchés terminent au plus haut de tous les temps. Peu importe ce que pense le CPI, peu importe la qualité de l'inflation, peu importe ce que pense M. Powell, tout va magnifiquement bien. Et puis, si l'on reprend les capitalisations boursières d'Apple, de Microsoft et de Nvidia, eh bien, on se rend compte que n'importe laquelle de ces trois sociétés est plus grosse à elle toute seule que la totalité du CAC 40. Et si vous les mettez tous ensemble, eh bien, c'est plus gros que le CAC, le DAX et le Nikkei ensemble. Donc quoi, il n'y a vraiment aucune concentration sur ces marchés techno, mais là, aucune du tout. Autrement, dans les nouvelles du jour, première chose, il faut retenir les chiffres de Broadcom, qui ont publié hier soir des chiffres extraordinaires, enfin très bons, on va dire, des perspectives très bonnes, mieux que les attentes. Ils ont annoncé un split par 10, et ils ont confirmé qu'ils gagnaient beaucoup d'argent sur la thématique de... comment déjà? Ah oui, l'intelligence artificielle. Bref, le titre a pris 12% et est au plus haut de tous les temps, after close, hier soir. Et puis alors, l'autre nouvelle dont on se réjouit dans les heures qui vont venir, c'est la votation en ce qui concerne Monsieur Elon Musk. Alors, pas
de dissolution de conseil d'administration de Tesla, pas de dissolution d'Elon Musk cette fois, mais les actionnaires vont devoir voter pour savoir s'ils sont d'accord de lui confirmer son bonus de 56 milliards. Et il est un peu pressé parce qu'il a quand même des frais, et ce serait pas mal que ça arrive assez rapidement. Donc, a priori, les experts nous disent tous que majoritairement, normalement, les actionnaires devraient voter dans une grosse majorité en faveur de M. Musk, même s'il y a quelques gros actionnaires qui se sont dit qu'ils ne sont pas d'accord de voter en faveur de ce package. Alors c'est un petit peu ambivalent, parce que si vous êtes actionnaire de Tesla et vous dites non, je ne veux pas que Musk touche son package, et si c'est le cas, s'il ne touche pas son package, on peut s'attendre à qu'il leur fasse un énorme doigt d'honneur, chose que je ne ferai pas à l'écran, mais qu'il fasse un énorme doigt d'honneur et qu'il leur dise, écoutez, moi Tesla, pour l'instant, c'est plus ma préoccupation, et c'est ce qui angoisse un tout petit peu. Ce qui veut dire que si vous votez contre M. Musk, en gros, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. Et puis, autre sujet de Tesla, hier, il y a eu Mme Katie Wood, la papesse de l'investissement technologique, qui a un peu moins papesse depuis quelques années, depuis quelques mois en tout cas, qui a annoncé ses nouveaux targets sur Tesla. Alors là, je vous conseille de vous asseoir, de mettre votre ceinture de sécurité, de prendre un antidépresseur, plutôt un gros calmant, quelque chose, ou un gros verre de rhum, un truc comme ça, et d'écouter patiemment. Il y a 3 targets. Premier target, si ça se passe très mal, target 2029, Tesla vaudra 2000 $. Ça, c'est si ça se passe mal. Si ça se passe bien, 2029, Tesla vaudra 2900 $. Et puis alors, si ça se passe très bien, et Tesla vaudra 3100 $ dans 5 ans comme aujourd'hui. Alors, la théorie et la raison de cette hausse stratosphérique, eh bien, elle réside dans une chose, les robotaxis. Les trucs qui n'existent pas et qu'on nous promet depuis 5 ans. Donc, si Mme Katie Wood a raison, ça vaut peut-être la peine de mettre 1000 balles en call Tesla 1000 Strike 2027, on ne sait jamais. Et puis, si vous avez vraiment confiance en Mme Katie Wood, vous pouvez aussi acheter du Bitcoin avec des calls, on va dire 100 000 juin 2028, puisqu'elle a un target à 1 500 000 sur le Bitcoin en 2030. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'elle fume, mais je veux bien le nom de son fournisseur. Petit détour par GameStop. GameStop a vendu ses propres actions, elle a fait des placements d'actions durant la folie de ces derniers jours. Ils ont encaissé 4 milliards de cash aujourd'hui. Dans la foulée, il y a Citron Research qui a annoncé qu'ils avaient couvert leur position short sur GameStop, même si ça restait de la daube. Mais l'un dans l'autre aujourd'hui, avec la pile de cash qu'ils ont accumulé en vendant leurs actions, donc 4 milliards de dollars, s'ils placent ces 4 milliards de dollars en bons du trésor à 10 ans, ils vont gagner tellement de pognon qu'ils vont gagner plus d'argent avec leur placement en bons du trésor à 10 ans qu'avec leur business model de base. Donc ça peut être un business assez intéressant. Peut-être que GameStop est en train de devenir un hedge fund. Hier soir, le titre terminait autour des 26 $ et des poussières. Il reste une semaine et un jour avant l'échéance des options du 21 juin. Et je vous rappelle que Roaring Kitty a toujours un wagon de calls qui sont en train de perdre gentiment de la valeur temps, parce que la tension augmente encore. Ça peut... Donc on peut se laisser imaginer que ça va bouger sacrément la semaine prochaine sur GameStop. Et puis, petite nouvelle comme ça, juste au passage pour terminer, FedEx a annoncé le licenciement de 2000 personnes en Europe, avec pour intention de d'économiser 175 millions de dollars. Alors vous me direz, 2000 personnes en Europe, and so what? Bah simplement, on dit que FedEx est un indicateur économique, c'est-à-dire quand tout va bien, quand l'économie va bien, FedEx ne licencie pas et FedEx ne fait pas d'économie. Voilà, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Côté chiffres économiques, aujourd'hui, on aura le CPI en Espagne, on aura la production industrielle en Europe, et puis après, du côté des États-Unis, on va avoir le PPI et les jobless claims. Donc l'idée, c'est que les jobless claims soient plus forts que les attentes, signifiant un ralentissement du marché de l'emploi, et que le PPI soit plus faible, signifiant un ralentissement du CPI le mois prochain. Ça, ce serait un case parfait pour monter encore, pour aller de nouveau chercher les plus hauts historiques sur les marchés et pour se préparer à une fin de semaine historique, peut-être avec des clôtures en direction des 5500 sur le S&P 500. Et puis qui sait, peut-être que Apple sera capable de reprendre sa place de première capitalisation boursière mondiale. Et au passage, entre vous et moi, on notera quand même qu'il y a un sous-marin nucléaire et 4 bâtiments de la Navy russe qui viennent d'accoster à Cuba pour préparer des manœuvres d'entraînement. Alors bien sûr, ça n'a strictement rien à voir avec les commentaires agressifs qui ont été faits par l'OTAN ces derniers temps.
mais néanmoins, c'est toujours bon de le savoir. Je sais bien que les marchés se foutent totalement de ces considérations géopolitiques pour le moment, parce qu'ils sont beaucoup trop concentrés par les performances d'Apple, Nvidia et Microsoft, mais l'un dans l'autre, on va quand même essayer de s'en souvenir en réfléchissant entre deux publications de l'inflation et des avis des banques centrales. Voilà, merci d'avoir été avec moi ce matin. Merci d'avoir été... Ah non, ça j'ai dit merci pour hier. Merci pour ceux qui étaient là hier quand même. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Là, depuis 2 jours, tout d'un coup, ça monte un petit peu plus vite encore au niveau des abonnements. On va y arriver à ces 40 000 là. J'espère que cet été, ça sera plié. Et puis, d'ici là, passez une très, très belle journée. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Pourtant que c'est un Morning Bull. Bonne journée à tous. Bye bye.